Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, malaise dans la justice. Le premier président de la Cour suprême siffle la fin de la récréation. Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique, dixit Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, et l'homme de préciser que le garde des Sceaux ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat traduit devant le tribunal de ses pairs. Apparition lundi à Tambacounda d'un crocodile dans le quartier périphérique de Kandéry. Un coup de massue pour les populations qui ont vite appelé au secours. L'animal a été maîtrisé avant d'être relâché au niveau du fleuve Gouloumbou à quelques kilomètres de Tambacounda. La pandémie de Covid-19 va précipiter dans l'extrême pauvreté entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans le monde cette année, selon la Banque mondiale. C'est la première fois depuis plus de 20 ans que le taux mondial d'extrême pauvreté va augmenter. L'élection présidentielle en Guinée, on en parle également. Elle risque de déstabiliser le pays, selon l'opposant guinéen Baouri, qui parle d'une occasion pour légitimer le troisième mandat d'Alpha Condé. Le journal de la santé va boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Marie-Rosalie Ndiaye. Tout d'abord, ce communiqué du Conseil des ministres du 7 octobre 2020, le président de la République abordant la question de la préparation de la rentrée officielle des classes et de la consolidation des performances de notre système éducatif a salué l'engagement remarquable de la communauté éducative, particulièrement des enseignants, qui a permis de poursuivre les enseignements et apprentissages pour les élèves des classes d'examen durant la pandémie de la Covid-19. Il s'est à ce titre félicité des résultats satisfaisants obtenus au baccalauréat et au BFM. Il a ainsi demandé au gouvernement d'engager sans délai le processus d'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements d'enseignement supérieur. Le chef de l'État a par ailleurs souligné la nécessité d'évaluer l'exécution intégrale des 11 décisions consensuelles de transformation du système d'enseignement supérieur et de recherche prises en août 2013. Il a également signalé l'urgence de veiller à l'actualisation de la carte scolaire par l'intégration de critères démographiques pertinents, l'accélération de l'édification des centres de formation professionnelle prévus dans les départements. Il a par ailleurs invité les ministres concernés à développer le numérique à l'école, à l'université et à orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système de profession, précisément dans les métiers du numérique. Le président de la République, au sujet de la protection sociale à travers l'accentuation de la lutte préventive contre le cancer, a invité le ministre de la Santé à soutenir le déploiement national de l'initiative Octobre Rose. Il a appelé la nécessité de poursuivre la gratuité de la chimiothérapie pour ce qui concerne les cancers féminins et insisté sur la nécessité de veiller dans le plan d'investissement santé 2020-2024 au renforcement significatif des équipements de dépistage des cancers et de radiothérapie. Il a, dans cet élan, demandé au gouvernement d'accélérer la construction du Centre national d'oncologie à Diamniadio en relation avec la coopération coréenne. Sud FM. Dossier Souleymane Teliko, le premier président de la Cour suprême, se prononce et en appelle à la sérénité. Selon Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, le ministre de la Justice ne dispose pas de pouvoir disciplinaire. Personne n'a intérêt à fragiliser la justice sans laquelle aucune république n'a de vertu et n'est viable. La synthèse de ce communiqué avec Baye Omar Gueye. Malaise dans la justice. Le premier président de la Cour suprême en appelle à la responsabilité de tous les acteurs du siège et du parquet. Et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly de citer Montesquieu qui disait que les magistrats incarnent la puissance de juger. Et c'est pour cela, renseigne-t-il, quel que soit leur grade, leur position ou privilège, ils sont soumis à une discipline et doivent avoir en bandoulière leur serment et être astreints à la réserve qu'exige la dignité de la fonction. La Constitution de la République du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne, précise le premier président de la Cour suprême, la possibilité à l'exécutif de prendre des mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais prévient-il, ne doit pas être un moyen pour celui-ci de porter atteinte aux principes constitutionnels qui régissent
le bon fonctionnement de la justice. Seul le respect de ces principes permet, de l'avis de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, d'être les gardiens de droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Protéger le pouvoir judiciaire contre toute atteinte, désormais, le premier président de la Cour suprême s'y évertue. J'exige de la part des magistrats un comportement exemplaire, a-t-il martelé. Et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly de préciser que le pouvoir de discipline du conseil qu'il préside est exercé exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature, composé uniquement de ses pairs. Par conséquent, le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, même à l'égard des magistrats du parquet, et ne peut dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant les poursuites. Mieux, il ne dispose pas, selon lui, de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat qui est traduit devant le tribunal de ses pairs. D'ailleurs, rappelle le premier président de la Cour suprême, des collègues qui ont été traduits de par le passé devant cette instance sur dénonciation du garde des Sceaux ont pu être relevés des poursuites. En conclusion, il faut éviter de faire de la justice un enjeu politique. La figure du juge, déclare Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, peut changer, comme le juge peut être marqué par des périodes d'incertitude. Mais martèle-t-il, aucun n'a intérêt à fragiliser cette institution sans laquelle aucune république n'a de vertu et n'est viable. Un crocodile est apparu lundi dans le quartier périphérique de Kandéré à Tambacounda, créant une frayeur chez les populations. L'animal sera vite maîtrisé par les eaux et forêts et remis dans le fleuve Gouloumbou. Le commandant Mamadou Gaye, le chef du secteur des eaux et forêts de Tambacounda, s'en est ouvert à Boubacar Tamba. Le lundi 5 octobre 2020, les populations du village de Kandéré nous ont signalé la présence d'un crocodile au niveau du village, précisément au niveau de la vallée. Aussitôt, sous l'instruction de l'inspecteur régional des eaux et forêts, une équipe dirigée par le lieutenant Balo, qui est responsable régional de la division gestion de la faune, s'est rendue sur le site pour identifier l'animal. Ce qui nous a permis de confirmer effectivement que l'animal dont il s'agit est un crocodile. C'est par la suite que nous avons déployé sur le terrain une équipe pour maîtriser l'animal avec l'appui des pêcheurs de Gouloumbou qui nous ont appuyés en filet, en corde et en matériel. Ce qui fait qu'aux environs de 2h, 14h précisément, l'animal a été maîtrisé. Après avoir reçu des instructions de l'autorité, à savoir la direction des eaux et forêts, précisément avec le colonel Abossonko, responsable de la division de gestion de la faune, on a relâché l'animal au niveau du fleuve Gouloumbou, qui se trouve à quelques kilomètres de Tambacounda. Un endroit éloigné du village, ce qui peut vraiment sécuriser les populations. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème, dans la mesure où un suivi sera fait et que si toutefois l'animal revient également, on aura les moyens, comme on l'a fait, de le déposer dans un endroit où il y aura la sécurité des populations. 5,6 milliards, c'est le coût des investissements de l'Institut franco-arabe de Keur Madiabel, initié par le marabout de la localité, Serigne Cheikh Baham Niass. Ce projet qui formera des ingénieurs agricoles a été lancé à Keur Madiabel. Abdoulaye Sow Diogane, ingénieur en génie civil et président du comité technique de l'Institut franco-arabe de Keur Madiabel, est avec Mamadou Camara. Ce projet de construction d'un institut, on peut appeler aussi université, qui a une vocation agricole, qui est construit en différents cycles, disons au nombre de 4. Donc le premier cycle est consacré à la mémorisation du Saint-Coran, il se déroule sur 3 années. Ensuite, il y a un second cycle sur 4 ans, 2 autres cycles successivement de 4 ans et de 3 ans. À la fin de chaque cycle, il y a des produits qui sortent et qui sont directement employables sur le plan du travail. Chaque entité est prévue sur un site de 3 hectares environ. Pour les 3 établissements, au total, on compte une superficie d'accueil de 9 hectares. Ensuite, il y a 11 hectares situés plus loin qui sera consacré à la mise en pratique des enseignements reçus. Le coût est de 6,5 milliards, mais pas déboursable en une fois, c'est-à-dire que ce sera un truc progressif. Bon, la première année, par exemple, on aurait besoin d'un peu moins de 300 millions pour construire les premiers ouvrages, obtenir un budget de fonctionnement suffisant pour faire marcher les premières générations d'élèves. Bon, les démarches sont en cours au niveau administratif, donc et puis il y a des promesses par-ci, par-là, des participations au point de vue financier, mais rien de concret. Pour le moment, c'est sur moyens propres que le Cheikh est en train de se débrouiller à asseoir ce qu'on est en train de
voir là, c'est-à-dire un poste d'accueil qui comprend un très grand portail et 2 salles de classe qui sont en train d'être construites. Parlons des perturbations dans la distribution de l'eau. Elles n'ont pas trop impacté à Niary Tally où la situation est revenue à la normale dans la soirée d'hier. Ces populations plaident pour plus d'indulgence à l'endroit de la Sen'Eau qui, selon elles, cherche à améliorer la qualité de leurs besoins en eau. Un reportage de Adi Fatou Bari. À Niary Tally, l'eau coule à flot des robinets. Dans ce quartier populaire de Dakar, le réseau a été perturbé le temps d'une journée, mais pas plus. Daro Wade habite le quartier africain de Niary Tally. C'est seulement hier vers 13h qu'on a su qu'il y avait coupure d'eau, mais dans la soirée c'est revenu. Chez Serine Gaïboy, on a même repris les travaux de terrassement de la cour, des travaux qui nécessitent de l'eau en abondance et il semble même profiter pleinement de l'occasion. Pour ce père de famille, de telles perturbations dans la distribution de l'eau sont compréhensibles du moment où l'alerte a été donnée à temps. On ne peut pas faire des œufs sans café. Parce que si on coupe, ils ne vont pas couper pour le plaisir. C'est une raison vraiment forte de ce qu'ils ont coupé. Donc il faut réparer, il faut travailler, il faut faire. Ils avaient averti les gens, vraiment, donc on a pris de dispositions. À moins de 24 heures, l'eau est revenue. Niary Tally semble loin de ces jours où la pénurie d'eau les tenaillait, puisqu'aujourd'hui, le précieux liquide n'est plus une denrée rare, au grand bonheur de ces populations. Sud International. La tenue de l'élection présidentielle en Guinée risque de déstabiliser le pays. La campagne électorale a été un outil pour légitimer le 3e mandat d'Alpha Condé, une situation que dénonce l'opposant guinéen Baouri. Le leader de l'Union démocratique pour la renaissance de Guinée, UDRG, est revenu sur sa séparation avec Cellou Dalein Diallo qui affaiblit l'opposition guinéenne mais qui est une décision de principe. Oriba est joint par Adama Ndione. Lorsqu'il y a un processus politique, quel qu'il soit, lorsqu'il y a des séparations ou des divisions, il va de soi que cela affectera l'évolution de l'ensemble. Mais dans la vie, il faut faire en sorte que le processus naturel des choses puisse évoluer en mieux. Ça ne sert à rien de vouloir conforter des unités si ces unités ne sont pas en mesure de faire prospérer la bonne cause et l'efficacité de la lutte démocratique. Mais ce qui est certain, nous n'avons pas la même approche ni de la construction du parti, ni également le projet pour lequel nous nous inscrivons pour la Guinée. Mais bref, tout cela est derrière moi aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est la situation actuelle de la Guinée et de son devenir. La campagne électorale en Guinée à l'heure actuelle, si on peut appeler cela une campagne, n'en est pas une. Parce que si on doit parler d'élection, il faut que le cadre légal ou institutionnel soit en conformité avec la nécessité d'organiser des élections transparentes et crédibles. Or, la Guinée se retrouve aujourd'hui sans constitution du fait de la falsification du texte qui a été proposé avant le 22 mars. La déstabilisation pourrait être le risque majeur pour la Guinée. Nous avons un pays qui a du mal à avoir des alternances démocratiques régulières apaisées, qui a du mal à organiser correctement des élections et des scrutins transparentes sans effusion de sang. Je vous rappelle qu'en moins de 10 mois, on a dénombré près de 90 personnes qui ont été tuées lors des manifestations pacifiques pour s'opposer à cette dynamique de 3e mandat. À l'instant, Baouri, l'opposant guinéen, avec Adama Ndione, il sera notre invité en fin d'édition. En Côte d'Ivoire, la mission conjointe de solidarité de haut niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU invite les acteurs politiques et les institutions à s'engager pour la tenue d'une élection crédible, transparente et apaisée. Justin Assalé. Dans ce communiqué, la mission conjointe de solidarité de haut niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU se félicite de l'engagement des autorités ivoiriennes à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée avant d'exprimer sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens.
Elle condamne également les actes de violence et les discours de haine au relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement le progrès réalisé jusqu'à ce jour dans le pays. Dans ce communiqué, la mission conjointe des solidarités de haut niveau encourage la commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens et invite les parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour la tenue d'une élection crédible, transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme. Enfin, la délégation de la communauté internationale dit réitérer son engagement à accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans cette phase cruciale de la consolidation de la démocratie. On se souvient qu'au terme de sa rencontre mardi avec la mission conjointe, l'opposition ivoirienne a appelé la communauté internationale à aider le pays à sortir de la crise électorale dans le respect de la charte de l'Union africaine et du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance au protocole additionnel relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, des règlements des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO. Justin Salé, Abidjan pour Sud FM. La pandémie de Covid-19 va précipiter dans l'extrême pauvreté entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans le monde cette année, selon la Banque mondiale, soulignant que de plus en plus de citadins sont concernés. C'est la première fois depuis plus de 20 ans que le taux mondial d'extrême pauvreté va augmenter, souligne l'institution de Washington. Et d'ici 2021, ce chiffre risque de monter jusqu'à 150 millions de personnes supplémentaires vivant avec seulement $1,90 par jour, soit moins que le prix d'un café dans un pays avancé. Les projections indiquent par ailleurs que les citadins seront de plus en plus nombreux à basculer dans l'extrême pauvreté alors que celle-ci touche traditionnellement les populations des zones rurales, constate la Banque mondiale dans un communiqué. L'Italie a décidé ce mercredi de rendre obligatoire le port du masque à l'extérieur sur tout son territoire et de prolonger jusqu'au 31 janvier prochain l'état d'urgence pour mieux lutter contre la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a souligné ce mercredi devant des journalistes que l'Italie était entrée dans une phase nouvelle avec une remontée des contagions nécessitant plus de rigueur afin de protéger les activités productives du pays. Voilà donc Sud Nuit, l'invité. Il s'agit de Ouriba, l'opposant guinéen, le leader de l'Union démocratique pour la renaissance de Guinée qui s'entretient avec Adama Dione sur l'élection présidentielle en Guinée. Monsieur Baouri, vous êtes le secrétaire général du parti Union des démocrates pour la renaissance de Guinée. Votre séparation avec Seydou Delen Diallo n'affaiblit-elle pas l'opposition guinéenne? Bon, vous savez, lorsqu'il y a un processus politique, quel qu'il soit, lorsqu'il y a des séparations ou des divisions, il va de soi que cela affectera l'évolution de l'ensemble. Mais dans la vie, il faut faire en sorte que le processus naturel des choses puisse évoluer en mieux. Ça ne sert à rien de vouloir conforter des unités si ces unités ne sont pas en mesure de faire prospérer la bonne cause et l'efficacité de la lutte démocratique. Quelle est à l'origine de cette séparation? Bon, vous savez, c'est très complexe, mais ça remonte de loin. Peut-être des questions de rivalité. Mais ce qui est certain, nous n'avons pas la même approche ni de la construction du parti, ni également le projet pour lequel nous nous inscrivons pour la Guinée. Mais bref, tout cela est derrière moi aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est la situation actuelle de la Guinée et de son devenir. Et M. Ba, aujourd'hui, quelles sont les raisons de votre visite, votre présence à Dakar? Vous savez que je suis aussi sénégalais que guinéen. J'ai fait mes études ici et j'aime bien Dakar pour venir me ressourcer. Et après 10 mois d'absence de Dakar, je suis passé pour faire quelques visites amicales et puis prendre contact avec des êtres qui me sont chers avant de continuer ma route vers la France. Monsieur Baouri, oui. Et quels sont les partis de l'opposition sénégalaise que vous avez visités ou avoir eu des entretiens? Je n'ai pas eu des rencontres précises avec des partis en tant que tels, mais j'ai des amitiés comme Monsieur Mamadou Lamine Diallo de Teki. J'ai des vieilles relations amicales
avec des personnalités comme Mohamed Dionne et d'autres comme Serigne Mbaye Thiam, etc., etc. Donc, je suis aussi bien chez moi au Sénégal qu'en Guinée. Et maintenant, quel bilan tirez-vous de la campagne électorale? La campagne électorale en Guinée à l'heure actuelle, si on peut appeler cela une campagne, n'en est pas une. Parce que si on doit parler d'élection, il faut que le cadre légal ou institutionnel soit en conformité avec la nécessité d'organiser des élections transparentes et crédibles. Or, la Guinée se retrouve aujourd'hui sans constitution du fait de la falsification du texte qui a été proposé avant le 22 mars. Le 22 mars, il y a eu le référendum et par la suite, c'est un autre texte différent qui a été promulgué. Ça, c'est quelque chose, disons, d'aberrant dans le contexte de l'évolution des États de droit. Et par la suite, vous n'avez pas de fichier électoral crédible. Vous avez un président qui veut coûte que coûte un troisième mandat en dépit du fait que la Constitution de 2010, avec ses dispositions d'intangibilité, était verrouillée pour que cela ne puisse pas être. Donc, dans le cadre général, nous naviguons dans un contexte de faire prospérer une certaine forme d'impunité, ou du moins, comme certains l'appellent, prolonger une présidence pour que celle-ci soit une présidence à vie. Et maintenant, qu'est-ce que vous craignez le plus si toutefois les élections se déroulaient? La déstabilisation pourrait être le risque majeur pour la Guinée. Nous avons un pays qui a du mal à avoir des alternances démocratiques régulières apaisées, qui a du mal à organiser correctement des élections et des scrutins transparentes sans effusion de sang. Je vous rappelle qu'en moins de 10 mois, on a dénombré près de 90 personnes qui ont été tuées lors des manifestations pacifiques pour s'opposer à cette dynamique de troisième mandat. Donc, dans un contexte régional marqué par la crise sanitaire, la crise sécuritaire au Sahel, nous sommes en train de voir prospérer une possibilité d'explosion politique et sociale dans un pays qui est la Guinée. C'est la raison pour laquelle tous les voisins devraient regarder cela avec un grand intérêt, parce que ce qui affectera la stabilité de la Guinée aura nécessairement des répercussions sur l'ensemble de la région et qui ruinera tous les efforts de développement qui seront entrepris par-ci, par-là. Oui, dernière question, Bahouri. Y a-t-il un brin d'espoir quant à une victoire de l'opposition guinéenne à la prochaine présidentielle? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle une bonne fraction de l'opposition qui a maintenu sa position, qui entre en conformité avec les orientations du FNDC, nous n'avons pas participé parce que nous savons pertinemment que tout ce qui va être fait dans le cadre de cette élection... Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Union des démocrates pour la renaissance de Guinée. Votre journal de la santé. Bonjour à tous. Le cancer du col et le cancer du sein sont les cancers féminins les plus fréquents au Sénégal, mais aussi partout dans le monde. Le dépistage pour un diagnostic précoce permet une bonne prise en charge des cancers, d'où l'importance de la prévention, selon le professeur Ibou Thiam, chef du service laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le cancer, c'est un problème de santé publique au niveau mondial. Donc le Sénégal ne fait pas l'exception. Et les deux cancers qui font le plus de problèmes chez la population féminine, c'est le cancer du col et le cancer du sein. Et c'est des cancers qu'on peut dépister, soit on peut diagnostiquer les lésions qui peuvent évoluer vers le cancer, donc au niveau du col de l'utérus. On peut également dépister pour diagnostiquer précocement le cancer, surtout au niveau du sein. Donc je pense qu'il faut toujours insister sur le dépistage, parce que nous sommes dans un pays pauvre, où les ressources sont limitées et la prise en charge
de malades cancéreux nécessite beaucoup de moyens. Donc il faut toujours insister sur la prévention, donc qui ne coûte pas beaucoup, mais qui permet quand même d'éviter la survenue ou de prendre en charge précocement le cancer. Le cancer du sein, c'est toujours, dispute toujours la première place avec le cancer du col. Tantôt c'est le cancer du col, tantôt c'est le cancer du sein. Donc pour l'instant au Sénégal, à l'image des autres pays, donc le cancer du sein reste le premier cancer féminin. Malheureusement, cette année, la pandémie de Covid-19 a impacté négativement la prise en charge des malades des cancers avec un allongement des délais de consultation. Ah bien sûr, ça a aggravé la situation. Souvent, les malades venaient déjà tardivement à l'hôpital et avec le contexte, donc ça aggrave la situation. Donc les malades qui souffraient déjà de cancer tardaient à consulter déjà. Et avec ce phénomène, donc la Covid-19, donc ça s'aggrave. Donc le délai de consultation ou de diagnostic est allongé, et ce qui fait que les malades sont diagnostiqués en stade tardif, et donc leur chance de survie est minime. Oui, comme je le dis souvent, diagnostiquer un cancer relève de l'examen anatomopathologique. Donc il n'y a aucun autre spécialiste, même en médecine, ni radiologue, ni clinicien, ne peuvent diagnostiquer un cancer. Donc ça relève uniquement de l'examen anatomopathologique. Donc si le malade ne consulte pas dans une structure hospitalière, il ne sera pas de toute façon diagnostiqué. Et quelle que soit la compétence du praticien, le traitement ne sera pas adéquat et par conséquent ça risque d'aggraver sa situation. Je pense qu'il faut sensibiliser à ce niveau, donc par rapport à ces guérisseurs, d'orienter les malades donc vers les structures sanitaires, parce que c'est ça qui peut les sauver. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Malaise dans la justice. Le premier président de la Cour suprême siffle la fin de la récréation. Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique, dixit Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, et l'homme de préciser que le garde des Sceaux ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat traduit devant le tribunal de ses pairs. Apparition lundi à Tambacounda d'un crocodile dans le quartier périphérique de Kanderi. Un coup de massue pour les populations qui ont vite appelé au secours. L'animal a été maîtrisé avant d'être relâché au niveau du fleuve Gouloumbou à quelques kilomètres de Tambacounda. La pandémie de Covid-19 va précipiter dans l'extrême pauvreté entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans le monde cette année, selon la Banque mondiale. C'est la première fois depuis plus de 20 ans que le taux mondial d'extrême pauvreté va augmenter. L'élection présidentielle en Guinée risque de déstabiliser le pays, selon l'opposant guinéen Bahouri, qui parle d'une occasion pour légitimer le troisième mandat d'Alpha Condé. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la rubrique Sud Fiscalité qui sera suivie de l'émission Objection à rediffusion.